Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Alors on va aller très vite parce que cette vidéo, je pense qu'à mon avis, elle va être longue. Alors, autant que vous soyez confortablement bien assis, équipez-vous de votre petite bière, votre petit café, votre verre d'eau ou autre alcool. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On ne sait jamais si l'algorithme YouTube réagit, puisque en ce moment, force est de constater que les algorithmes YouTube sont en pleine panique. Vous en êtes la démonstration, puisque certains d'entre vous ont laissé des fois des commentaires avec des liens qui sont considérés apparemment par les algorithmes de YouTube comme prohibés, comme nocifs, comme, comment dire, un mot beaucoup plus permissif, on va dire. Et oui, malheureusement, c'est aussi ça YouTube. C'est tant que vous ne mettez pas un lien qui est une vidéo YouTube, et ben, si vous mettez un lien d'un site considéré comme étant un petit peu trop contestataire, un peu trop critique, ou même des fois des liens qui n'ont strictement rien à voir, mais que l'algorithme de YouTube, par sécurité, va écarter des commentaires. Moi, en ce qui me concerne, sur le dashboard, en tant que youtubeur, j'ai la possibilité de remettre les commentaires en publication ou non. Sauf que le problème, c'est que les commentaires disparaissent complètement. C'est-à-dire que si je n'ai pas le mail d'avertissement que vous m'avez laissé un commentaire avec un lien, et bien sur YouTube, je suis incapable de pouvoir le republier parce qu'il n'existe plus, il a complètement disparu. Donc c'est pour ça que je fais souvent des copier-coller en remettant vos commentaires en tant qu'administrateur, ce qui passe en règle générale. Donc n'ayez pas peur, si des fois vous mettez des commentaires avec des liens et qui n'apparaissent pas, eh bien c'est tout simplement parce que YouTube a décidé que votre commentaire était permissif. Voilà pour le petite anecdote. Sinon, en ce qui me concerne, vous savez, dans la dernière vidéo, je vous ai montré mes petits problèmes dermiques, on va dire, suite à ma deuxième vaccination. Eh bien, il se trouve que le lendemain, après cette vaccination, eh bien, j'ai eu ce que j'ai toujours connu avec les vaccins en tant que pathologie un peu particulière, c'est tout d'un coup, j'ai eu des courbatures musculaires un peu partout, quelques petites poussées de fièvre, mais ça n'a duré que à peine 24 heures, où le lendemain, il y avait tout était fini, il n'y avait plus rien, j'ai pu retourner travailler sans aucun problème. Néanmoins, j'ai toujours mes petits problèmes dermiques, mais ça va mettre un petit peu de temps à disparaître. Mais voilà, je suis en pleine forme, il n'y a pas de souci. Première info, évidemment, comment ne pas revenir sur les élections premier tour régionales et départementales. Alors, on entend tout et n'importe quoi. Moi, ce qui m'a particulièrement intéressé lorsque j'ai suivi un petit peu l'évolution de l'élection, c'est de voir tout d'un coup des médias un peu déstabilisés, parce qu'ils s'attendaient à ce qu'il y ait une progression du Rassemblement national, dans cette idée qu'on fait ou qu'on essaie d'imposer que le Rassemblement national va progresser jusqu'en 2022 pour être au deuxième tour. Sauf que c'est pas le cas. Quoique, vous allez voir. Donc du coup, le scénario qu'ils avaient prévu ne s'est pas réalisé. Je dirais même que ça a été pire. C'est qu'on n'attendait pas que les Républicains progressent à ce niveau. On attendait que peut-être les écologistes fassent une percée. Et finalement, pas terrible. On ne va pas trop tarder là-dessus. Je vais juste vous donner quelques éléments. Donc, en information, à 97% de résultats connus, on est à 44 518 242 inscrits. Donc, même si on est à 3% manquant, on va peut-être atteindre, 45 millions. Il faut savoir qu'en 2020, le collège électoral français s'établissait à plus de 46 millions. C'est-à-dire que là, en un an, on a perdu 1 million de lecteurs. Alors, en effet, peut-être qu'il y a 1 million de gens qui ont oublié de se réinscrire, qui ont déménagé, qui ne se sont pas inscrits, ou qui n'ont pas renouvelé leur inscription, etc. 1 million. Souvenez-vous bien de ce chiffre, parce que pour l'élection présidentielle, on reparlera un petit peu de ce phénomène. Et donc, évidemment, on a 14 803 762 votants, et sur ces
14 803 762 votants, il y en a 14 227 998 qui se sont exprimés. Le taux d'abstention, 66,75%. 66%. Alors évidemment, l'abstention, là, j'ai envie de dire que là, cette abstention, elle est traduisible par quelque chose que l'on aurait pu prédire. C'est-à-dire que finalement, peut-être que les Français aujourd'hui en ont ras le cul de ces politiciens qui n'arrêtent pas de se balancer de la merde dans la gueule, qui ne font pas de la politique mais qui font du marketing. Et donc du coup, bah voilà, les gens ne se sont pas déplacés finalement. Chiffre aussi important, très peu diffusé mais qui quand même est très significatif, pour des raisons diverses certainement. 87% des jeunes 18-25 ans n'ont pas voté. Alors, comme je vous dis, pour diverses raisons. Peut-être que désaffection, incompréhension de la politique, ras-le-bol des discours de merde, des mensonges à tire-larigot, ou peut-être tout simplement, ils ont préféré profiter du week-end, avec la fête de la musique, aujourd'hui lundi. N'empêche que c'est grave quand même, 87% des 18-25 ans qui ne sont pas allés voter. Voilà. Alors je peux comprendre aussi que quand on vote pour des régionales et des départementales, on vote des fois pour des gens qu'on ne connaît pas. On a des listes, des têtes de liste, on ne sait pas d'où ils sortent, etc. Encore en plus, quand vous avez, petite tactique par exemple dans le Grand Est, vous aviez une tête de liste qui était tenue par une personne dont je ne me souviens plus le nom, je vous la mettrai ici si je m'en souviens, si je la retrouve, et qui en réalité se trouve être la ministre de la politique d'insertion, quelque chose comme ça. Donc c'est une ministre du gouvernement macronique. Sauf que sur la liste, il n'y a aucune référence En Marche. Donc c'est une liste centriste, divers droite ou un truc comme ça, mais aucune référence En Marche. Et quasiment toutes les personnes qui sont sur la liste ont déjà un boulot. Ce sont déjà des maires, ce sont déjà des élus, c'est déjà des députés. Ça rejoint à ce que je disais dans une précédente vidéo, c'est qu'il y a un moment donné, il va falloir trancher et arrêter les cumuls de mandats. Si le Rassemblement national n'a pas atteint ses objectifs, en nombre de votes cumulés, il arrive en tête avec 19%. C'est-à-dire que si vous prenez par parti, non pas par coalition ou package, vous remettez les gauches ensemble, etc., pour donner 36%, et puis vous dire, ah, vous voyez, la gauche, c'est ce qui a été, il y a certains médias, c'est ce qu'ils se sont amusés à faire, c'est pour valoriser la gauche, le retour de la gauche, ils ont mis tout le monde dedans. C'est-à-dire même les EELV, ils les ont mis dans parti de gauche, pour... En vote par parti, donc, sans alliance ni regroupement de courants politiques. Donc, parti par parti, donc, entité de partis individuels, eh bien, c'est le Rassemblement national qui cumule le plus de pourcentage. Derrière, c'est évidemment les Républicains. Et dans ce listing, je peux vous donner donc vous avez Rassemblement national qui a atteint 2 738 591 voix, donc 19,25%. Union de la droite, 15,92%. Union de la gauche, 12,87%. Union à gauche avec des écologistes, 11,82%. Les écologistes, Union au centre, 9,7%, écologistes 7,54%, union des centres et à droite 7,3%, les républicains arrivent à 5,84%, vous voyez, donc je me suis trompé. L'extrême gauche, alors l'extrême gauche c'est tous les petits partis d'extrême gauche en liste individuelle, etc., 2,82%, divers gauche 1,44%, droite souverainiste 1,34%, donc les droites souverainistes c'est
les Patriotes, c'est Debout la France, quoique Debout la France, je crois qu'ils n'avaient pas de liste en particulier, et l'UPR non plus, hein, n'avait pas présenté de liste, mais je crois qu'il y a les Patriotes qui avaient présenté une liste. Les régionalistes, 1,17%, les divers droites, 1%, la France insoumise n'a cumulé que 0,87%, avec seulement 123 824 voix. Divers centres, 0,82%, divers, 0,63%, et on trouve, avant-dernier, La République En Marche avec 0,54%. Donc évidemment, avec de tels résultats, Le Monde titre « Régional 2021, les résultats du premier tour bousculent les stratégies présidentielles de Macron et Le Pen ». Et oui, c'est ce qui ressort, et ce qui est ressorti, et ce qu'on a ressenti d'ailleurs dans les différents plateaux qui faisaient les directs, c'est que finalement, ce qu'ils avaient défini à l'avance pour voir si les régionales et les départementales allaient plus ou moins affirmer, confirmer ceux qui ont la prétention, affiner, confirmer, annoncer ou potentiel d'aller au présidentiel. On peut dire en effet pour Xavier Bertrand, qui s'est prononcé en tant que candidat, lui il est confirmé dans la région Nord, je crois. Valérie Pécresse, écrasante, avec plus de 35%, même si on fait le cumul de toutes les alliances qu'il peut y avoir avec la gauche, etc., pour le second tour, ils n'arriveront pas au niveau, si on reste sur cette même participation. Donc on est véritablement là dans quelque chose qui... Alors, cette participation très très faible a permis à ceux qui étaient les sortants finalement d'être reconfirmés. C'est en Normandie, c'est Vauquier, je crois, je ne sais plus dans quelle région, etc. Seule région où l'enjeu va être certainement très concentré sur le second tour, c'est la région PACA, puisque il y a un moment donné où on était sur un ballottage de 35% pour Mariani et je ne me souviens plus l'autre qui s'appelle, je vais vous le trouver, Muselier. Finalement, c'est avec un dépouillage complet, un écart de 5% entre les deux au profit de Mariani, donc Rassemblement National. Donc évidemment, là, il va y avoir forcément des alliances, on va certainement y avoir des fronts de républicains qui vont se former pour le second tour. Donc si ça fonctionne, il y a des chances que Mariani soit éjecté au second tour et que Muselier bénéficie d'alliances contre nature pour faire barrage au Rassemblement National pour la région PACA. 97% des dépouillements, donc je vous ai donné le nombre d'inscrits qui a pu être développé. Et puis Marine Le Pen. Alors Marine Le Pen, elle a fait un discours, j'ai envie de dire son discours est à double lecture. Évidemment, elle a réagi à la faible participation. On la sentait évidemment un petit peu agacée. Agacée pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle le dit elle-même. C'est que même une partie de son électorat ne s'est pas déplacée. Et là, j'ai envie de dire à Marine Le Pen, c'est pas le fait que il y ait des raisons, peut-être que les gens ne se soient pas déplacés parce que le débat politique était incohérent, inaccessible, ou parce qu'il y a eu des problèmes d'organisation, puisqu'en effet, apparemment, l'organisation va être mise en cause du fait que des gens n'ont pas reçu les professions de foi, du fait qu'on a eu le coup, par exemple dans le Nord, où je crois, M. Dupond-Moretti a même été voté, il n'a même pas vu que la liste de... c'est Karima Demi ou Karima Lemi. Enfin, il y avait une bulletin d'une liste qui n'était pas présente sur la table. Et en fait, après, ils ont argumenté en disant oui, non, mais parce qu'en fait, les listes sont arrivées en retard, elles sont arrivées à midi.
Donc ça dérange personne que toute la matinée, des gens ont voté sans pouvoir avoir pu voter pour cette liste-là. Vous savez l'excuse qui a été trouvée, mais non, vous avez reçu le bulletin de vote chez vous, donc vous auriez pu utiliser celui que vous aviez reçu. Ben oui, sauf que le problème, c'est qu'il y a des gens apparemment qui n'ont pas reçu les professions de foi, et donc qui n'ont pas reçu le matériel électoral. Là encore, je ne sais pas ce que ça va donner encore cette histoire, mais j'ai l'impression qu'en fait, ça va jouer encore la carte, on va dire, de oui, en effet, mais vous comprenez, la gestion papier, c'est chiant, ça coûte cher, c'est difficile à organiser. Donc c'est pour ça qu'on va peut-être réfléchir à faire tout en numérique. Tiens, vous voyez ce que je vous disais dans certaines vidéos? On y vient, déliquescence, destruction de l'existant, pour ensuite chercher le consentement du peuple vers des procédures où on pourra tricher beaucoup plus facilement. Et donc, Marine Le Pen, dans son discours, je ne sais pas si elle est consciente qu'il y a peut-être une autre raison. Que l'autre raison, c'est que son électorat, s'il ne s'est pas déplacé, si elle n'a pas obtenu le résultat qu'elle escomptait, les objectifs qu'elle espérait, peut-être parce que, Madame Le Pen, vous avez retourné votre veste sur l'Union européenne, sur l'euro, et que récemment, vous avez donné des idées ou des opinions concernant le pass sanitaire qui a cruellement interrogé pas mal de gens de votre électorat. Pour une souverainiste, on se pose des questions. Donc ne vous étonnez pas, Madame Le Pen, si des gens qui étaient pourtant convaincus de voter pour vous, eh bien, au régional et au départemental ne se sont pas déplacés. Parce qu'ils se sont dit, mais elle se fout de notre gueule. Donc on verra la semaine prochaine, le week-end prochain, comment les choses vont tourner. Est-ce qu'il y aura plus de participation? Est-ce que finalement l'électorat RN suivra le conseil de sa présidente de se bouger, de se retirer les doigts du cul? Autre partie quand même où finalement, moi c'était là sur ce point-là sur lequel j'étais assez curieux de savoir ce qui allait se passer, c'est les écologistes. Et finalement, les écologistes sont en train tout simplement de perdre de crédibilité, de perdre... Oui, enfin voilà, c'est ce qu'on aspirait de voir, c'est l'instinct qu'on avait de se dire, si ça se trouve, peut-être que là, on aura la preuve que finalement, les écologistes qu'on a commencé à caresser dans le sens du poil, que même vous voyez, il y a même des listes de gauche qui se sont mis derrière les écologistes en disant ouais, on va profiter de leur élan, on va profiter qu'ils soient sur le devant de la scène, etc., grâce au municipal. Mais sauf que là, non, ça n'a pas marché. Bon, après, relativisons, parce qu'avec 66% d'abstention, est-ce qu'on peut véritablement considérer qu'une élection à ce niveau-là est représentative de l'opinion? Très sincèrement, pour moi, non. J'ajouterais que là, ça met de l'eau dans mon vin, de ce que je vous expliquais dans une précédente vidéo, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, la République est morte. La République est morte, pourquoi? Parce que quand on a des élections et qu'on n'atteint même pas la moitié du quorum, et non, c'est pas démocratique. La démocratie, c'est quand on s'assure qu'au moins plus de la moitié de l'opinion s'exprime. Pour valider, pour créditer, pour crédibiliser une opinion démocratique. Or, quand vous avez que seulement un quart des Français qui s'expriment, et qu'après on dit oui, c'est la démocratie. Non, c'est pas de la démocratie. À partir du moment où vous avez qu'un quart de la population qui s'exprime et décide finalement des enjeux de la France pour les 3 autres quarts, non, c'est pas de la démocratie. C'est pour cette raison que, moi non, ma proposition, c'est de faire en sorte d'invalider les élections à partir du moment où on n'atteint pas la moitié du quorum. Si on n'atteint pas 51% de participation, l'élection est invalidée. Et on la réorganise.
Et j'irai même plus loin, je reprendrai presque l'idée de M. Asselineau, qui est que si on invalide une élection, ça veut dire que les candidats, les prétendants n'ont pas convaincu, et que dans ce cas-là, ceux-là sont de facto éliminés. C'est-à-dire que pour la réorganisation d'une élection, eh bien, on présente d'autres candidats. C'est-à-dire qu'on laisse un délai, on peut laisser un délai de 15 jours, par exemple, pour que les partis politiques réorganisent leur communication, réorganisent ou choisissent de nouveaux prétendants, ce qui me semblerait être une idée en soi assez intéressante. Évidemment, vous aurez toujours des gens qui iront contre cette idée parce qu'ils diront « Non, mais vous comprenez, c'est pas possible, on ne peut pas réinventer, on ne peut pas réécrire une politique idéologique en 15 jours. » Si, on peut le faire. À partir du moment où, de toute façon, vous racontez que des conneries et que vous n'arrivez même plus à proposer des choses concrètes, à présenter des projets réalistes, et qu'en réalité vous êtes dans de la politique marketing, eh bien on va vous faire payer cette politique marketing en vous obligeant à vous réadapter à un nouveau système. Voilà. Je veux dire, la punition, elle est là. Elle doit être là. Voilà, ça c'est mon opinion personnelle. Pour moi, à partir du moment où dans une élection, il n'y a pas la majorité du suffrage exprimé, ou tout du moins ce qu'on appelle le quorum, mais le quorum électoral, on va dire, d'un pays, pour moi, l'élection n'est pas valide. Mais comme je vous l'avais expliqué, hein, les démocraties, on s'est arrangé au fil des décennies, voire même des siècles, de construire un système où même à la limite, si sur 10 millions d'habitants, il y en a un qui s'exprime, ça passe. Bah oui, mais il y en a quand même 99% qui ne sont pas exprimés. Ah bah oui, mais c'est la liberté. Tu as la liberté de ne pas aller voter, tu as la liberté de t'abstenir, de voter blanc. C'est ça la démocratie. Ben oui, mais le problème c'est que quand on réussit à faire une déliquescence de la politique, quand on réussit à décrédibiliser la politique, quand on réussit à éloigner le peuple de la politique, qui ne comprend plus rien, qui n'y comprend plus rien, et qui ne veut plus rien y comprendre parce que ça l'emmerde, parce que ça le fait chier, et qu'il a tellement plus de facilité que de suivre ce que les médias lui disent, bah oui, c'est ça la démocratie aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je ne croise que très peu de gens qui ont au moins le mérite de pouvoir m'expliquer ce que représente le programme politique ou idéologie d'un parti, ou d'un candidat. En règle générale, je tombe toujours sur des gens qui ne me font que des explications de ce qu'ils ont entendu à la télé, ou à la radio, de ce qu'ils ont lu sur Internet, sur des sites évidemment qui correspondent à leurs idées. Hein, pas de la critique. Ils n'acceptent pas les critiques, même si c'est des critiques constructives. Même si c'est des critiques qui leur disent « Mais attendez, on vous promet de vous payer quoi 1500 € brut par mois, gratuit ?» Je dis « Ouais, génial, ouais. Le revenu universel, ouais, cool, ouais, je veux le revenu universel. » Sauf que ces gens-là, vous leur dites « Ok, mais on le paye comment ton revenu universel? Tu crois que c'est de l'argent gratuit comme ça? Tu crois qu'on va aller taxer les riches, et puis que les riches, on va piquer le fric des riches pour te le donner à toi? Non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça va faire de la dette. Or, comment on va faire de la dette? Et que cette dette, il va falloir que toi aussi tu la payes avec ton petit revenu universel. Et il y a un moment donné où l'argent gratuit, il ne va pas être gratuit. On va te demander des compensations. On va te demander des contreparties. Je ne vais pas revenir dessus, j'ai déjà expliqué la chose. S'il y en a qui n'ont pas suivi, allez voir sur les autres vidéos. Comme ça, vous comprendrez mieux de quoi on parle exactement. Donc, revenons à ces élections régionales. J'ai envie de dire, Marine Le Pen, bah, finalement, elle est aujourd'hui remise en question dans le scénario 2022. Parce que si elle n'arrive pas à mobiliser un peu plus que ce qu'elle a mobilisé jusqu'à présent, et que si la semaine prochaine, le RN ne fait pas un résultat ou ne fait pas un sursaut, et ben, le projet de scénario de le voir au deuxième tour en 2022 et permettre aussi ainsi au candidat qui sera en face d'elle d'être élu, ben, tout s'effondre. Ah, là, c'est un petit peu gênant. Et donc, oui, et enfin, pour terminer avec ces élections régionales, bah, évidemment, les En Marche, bah, gros échec. Je dirais même que ça pose même un gros problème éthique au niveau de la République. C'est comment un parti qui se fait ramasser
sur 2 élections, c'est-à-dire régionales et départementales. Hein, je rappelle que tous les ministres, etc., qui étaient soutiens de liste, etc., terminés, ils ne sont même pas au 2e tour. Je crois d'ailleurs qu'il n'y a aucun En Marche au 2e tour. Et que vous avez ce parti qui a une majorité à l'Assemblée nationale, vous voyez le problème? On peut aller critiquer les gens comme Assad, Poutine, etc. Mais quand on en arrive à un système qui se dit démocratique, une république, où finalement on a à la tête de ce pays des gens qui peuvent faire passer des lois, les doigts dans le nez, alors qu'ils ne représentent plus rien à l'échelle de la population, qui n'ont plus le soutien de la population. On comprend pourquoi on est passé au quinquennat et que finalement les législatives aujourd'hui n'existent plus pour pouvoir donner à l'occasion au peuple de s'exprimer sur la confiance qu'on peut donner à un président et à son gouvernement, ou si au contraire on va préférer donner à une cohabitation. Bon, même si je reconnais que la cohabitation n'est pas une issue, n'est pas une solution non plus pour l'avenir du pays, et pour son évolution. Je pense que malheureusement, les années 80, 90 et 2000 ont été une catastrophe par rapport à ça, avec ces principes de cohabitation. Là, même si sur le papier, démocratiquement, c'est pas plus mal. Je dirais même que si vous perdez la majorité aux législatives, moi j'irais jusqu'au point, dans une nouvelle constitution, de dire si un président perd une majorité, dans ce cas-là, il démissionne. Il n'a plus la légitimité d'être président. Puisque le principe d'une cohabitation n'est pas viable. Le principe d'une cohabitation n'est pas efficace pour l'avenir d'un peuple, pour l'avenir d'un pays. Donc si, par le procédé d'un vote parlementaire, un président perd la majorité au Parlement, que ce soit Assemblée nationale et Sénat, dans ce cas-là, s'il perd les deux, par défaut, il démissionne. J'ai envie de dire que aux États-Unis, c'est un petit peu le même problème. C'est que lorsqu'un président perd la majorité au Sénat et à la Chambre des représentants, forcément son administration ne peut plus que faire que des ordres exécutifs, puisque toutes les lois qu'ils proposeront, elles seront rejetées systématiquement. Donc le pays devient ingouvernable, si ce n'est, comme je vous dis, par des ordres exécutifs. Des ordres exécutifs qui ont peut-être parfois des chances de ne pas être opposés par les processus parlementaires. C'est ce qu'a fait, je ne sais plus si Barack Obama, dans son second mandat, avait perdu les 2 chambres à un moment donné. Et il n'a pu faire que des ordres exécutifs. Je crois même que l'Obamacare, il est passé vraiment limite, très très limite. Donc, voilà, je pense que là, c'est encore une fois de plus un exemple qui doit pousser l'individu à réfléchir sur l'existant aujourd'hui de la République, de cette démocratie, et que finalement aujourd'hui, ce n'est pas encore une preuve supplémentaire que peut-être aujourd'hui, il serait temps de réfléchir à réformer nos démocraties. Mais on comprendra bien que ceux qui aujourd'hui ont les leviers, ont les commandes, ont les pouvoirs, ont tout intérêt à ce qu'on ne change pas leurs jouets. Et de ce fait, ils se battront pour préserver leur système, quitte même à peut-être faire monter les gens les uns contre les autres. Tiens, ça nous dit quelque chose, ça. Autre information également qui concerne, alors cette fois-ci on va parler plus globalement de la jeunesse. Cette fameuse jeunesse qui a voulu faire des parties, des fêtes, suite aux assouplissements et aux décisions plutôt de ne plus porter le masque en extérieur ou d'alléger un petit peu les contraintes sanitaires.
Sauf que les contraintes sanitaires n'ont pas abrogé le fait que les rassemblements de plus de 10 personnes sont toujours interdits, mais, alors c'est ça qui est très intéressant, c'est quand on a vu les images, même sur Twitter, beaucoup ont relayé les vidéos et les informations sur ce fameux rassemblement de jeunes aux Invalides, par exemple, ou encore cette récente partie qui a eu lieu, je crois, je ne sais plus, je crois que c'est en Bretagne, je ne me souviens plus c'est enfin je vous le mets là, je me souviens plus du nom du bled, où là ça a été un débarquement de gendarmerie presque militarisé, au point d'avoir même détruit le matériel sonore, le matériel de sonorisation des organisateurs, entre guillemets, où là d'ailleurs la question se pose, qui a donné l'ordre ? Est-ce que c'est une prise d'initiative des gendarmes ou est-ce que quelqu'un a bien donné l'ordre de détruire le matériel ? Parce que logiquement, quand il y a une intervention, que ce soit gendarmerie ou police, lors de l'organisation d'une fête ou d'une rave party ou d'une free party, comme on les appelle, illégale, il y a saisie du matériel. Mais il n'y a pas de destruction du matériel. Or là, il y a eu destruction de matériel. Donc, à savoir, qui a donné l'ordre ? C'est-à-dire que le propriétaire de ce matériel, lui va évidemment être devant le cruel choix, c'est soit il porte plainte, mais dans ce cas-là, il porte plainte, donc il admet qu'il a organisé quelque chose qui était illégal, donc il va s'exposer lui-même à des conséquences judiciaires, juridiques, et donc du coup, il va en être pour 100 000 euros de matériel. Voilà pour la petite histoire, mais là où je voudrais attirer votre attention, c'est que la jeunesse se passe est une expression que nous connaissons tous. Que la jeunesse est insouciante, soit. Nous avons tous été jeunes, nous avons tous été insouciants. Mais le fait est, c'est que quand on lit ce qui se dit sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont oublié que même avant le Covid, il y avait des règles. Qu'on ne pouvait pas organiser comme ça des fêtes, des teufs, sans devoir à un moment donné rendre des comptes. On ne peut pas organiser des teufs si ce n'est sur des terres ou des sols privés. C'est-à-dire par exemple, un paysan peut très bien prêter son champ à l'organisation d'une rave party. Là, dans ce cas-là, l'autorité n'a qu'un seul droit de regard sur l'organisation en matière de sécurité et en matière sanitaire. Mais là, dans ce cas-là, c'est le propriétaire du terrain qui est responsable, puisque c'est lui qui autorise une rave party ou une free party sur son terrain. Donc, quel que soit le cadre du terrain ou de l'espace dans lequel la free party s'organise, il y a forcément toujours un responsable envers qui les autorités doivent pouvoir se retourner. C'est la loi. C'est pas genre, hop, on s'installe sur une pelouse et on fait une rave party. Non, on ne peut pas faire ça. La deuxième chose, c'est que, donc comme je le disais, avant la Covid, quand vous vouliez organiser une rave party, une free party, eh bien vous êtes obligé de faire des déclarations. Déclaration préfecture, vous étiez obligé de faire des garanties ou d'apporter des garanties que vous respectiez les règles et les normes et les lois en vigueur lors de l'organisation de festivités ou de divertissements avec un certain nombre de gens. Dans ce cas-là, avec en relation suivant le cadre ou le lieu, avec un propriétaire, etc. Mais si ça se passe sur l'espace public, là, vous êtes obligé d'avoir l'autorisation à la fois soit de la municipalité, de la commune et de la préfecture. Vous devez faire une déclaration préfecture. C'est obligatoire. Ça a toujours été. Sauf que là, aujourd'hui, on a l'impression que parce qu'on sort du Covid, tout d'un coup, on a le droit de le faire. Mais non, on n'a pas le droit de le faire. Vous êtes obligé de respecter des règles. Après, que les préfectures refusent les autorisations parce qu'on est toujours dans un contexte sanitaire, et d'ailleurs je pense qu'aujourd'hui nous sommes le 21 juin, le jour de la fête de la musique, je pense qu'il va y avoir des problèmes dans certaines villes parce que des gens ne sont pas au courant qu'ils n'ont pas le droit de faire de concerts amateurs dans la rue, devant le bar, sur la terrasse du bar, etc. Non, malheureusement, c'est interdit. Pourquoi ? Parce que ça risque de faire des attroupements de plus de 10 personnes. Et uniquement les organisations de concerts
autorisé et garantissant le respect des règles sanitaires toujours en vigueur, parce que nous ne sommes que le 21 juin, nous ne sommes pas le 30 juin, puisque le 30 juin, c'est la date butoir des nouvelles mesures d'assouplissement des mesures sanitaires. Donc, pour l'instant, on est toujours, je crois, sur un couvre-feu 23 heures, ou au moins qu'il ait été annulé, je ne sais plus exactement, mais il y a toujours certaines règles, certaines normes à respecter, etc. Eh bien, non. Alors, c'est pour ça, quand je dis que jeunesse se passe, quand je dis jeunesse insouciante, oui, parce que quand on est jeune, on est aussi un petit peu dans l'état d'esprit de braver un petit peu les interdits. Bon. C'est comme je dis très souvent, à partir du moment où vous voulez braver un interdit. Si vous êtes majeur, vous avez plus de 18 ans, vous assumez après la responsabilité, suivant les circonstances, suivant les événements. J'ai pu voir que malheureusement, lors d'une intervention, alors je ne sais plus si c'était aux Invalides ou lors de cette free party organisée en Bretagne, il y a eu l'usage peut-être excessif, quoique on n'est jamais sur le lieu même, on n'est jamais dans le contexte, on n'est jamais dans la situation, on n'est jamais dans la tension de ce qui peut arriver dans ce genre de situation. Donc il y a eu l'usage de lacrymogène, de LBD, etc. Et malheureusement, un jeune a perdu sa main. Quel drame. Mais j'ai envie de dire, alors attention, là je me fais l'avocat du diable. Quand on va dans des endroits dont on sait que c'est pas autorisé, que l'on sait qu'on a le risque de voir débouler la police ou la gendarmerie, plus ou moins vu le nombre de gens, ils ne vont pas se pointer à 4. Que c'est carrément des compagnies qui vont venir. Et que ces compagnies vont vouloir évidemment faire arrêter la free party, mais que vu le nombre de gens, on sait pertinemment qu'il y aura toujours des fortes têtes, qu'il y aura toujours ceux qui vont vouloir aller chercher la provocation, qu'il y aura toujours des gens qui vont se croire immunisés de toute responsabilité face aux méchants policiers qui représentent la dictature, etc. Ça risque de mal tourner. Si vous voulez, c'est à peu près la même responsabilité que nous sommes censés avoir lorsqu'on va dans des manifestations, mais des manifestations, attention, qui ont cette particularité d'être déjà d'office avec un risque potentiel de confrontation avec les autorités, avec les forces de l'ordre. Par exemple, quand on va dans une manifestation interdite des Gilets jaunes, dont on sait qu'il va risque d'y avoir quelques énergumènes, quelques extrêmes gauches qui vont vouloir tout péter, etc., forcément, il y a un risque. Sauf que quand on lit certains commentaires, quand on lit certains tweets sur les réseaux sociaux, etc., on a l'impression d'avoir des naïfs qui tout d'un coup prennent ça comme un signe de dictature, etc. Mais non, c'est pas un signe de dictature, c'est une contextualisation d'individus qui s'octroient une liberté à l'encontre d'une loi, à l'encontre d'un principe, à l'encontre d'une règle, et pour lequel en face on met des forces de l'ordre pour faire respecter les règles. Alors attention, je ne dis pas que les règles sont bonnes ou mauvaises. Après ça, c'est un autre débat. Mais dans la situation, dans le fait, quand on se met en opposition avec la loi, quand on se met en opposition avec le règlement, il y a une chance sur deux qu'on en paye le prix, qu'on en paye les conséquences. C'est exactement ça dans toute la vie. La vie est régie par des règles. Ceux qui vous disent oui, liberté, machin, c'est des naïfs. La société ne peut pas se permettre de laisser des libertés absolues. Vous avez la liberté dans le cadre de ce que la loi vous autorise à avoir. C'est d'ailleurs ce que vous pouvez lire noir sur blanc dans la Constitution. C'est ce qu'on lit dans les droits de l'homme. Les droits de l'homme ne vous disent pas que vous avez la liberté de faire tout ce que vous voulez. Non. Les droits de l'homme vous disent, vous avez le droit au respect, vous avez le droit à des libertés d'expression, d'opinion, etc. Mais dans la mesure où vous respectez les principes et les valeurs et les règles et les lois de la société dans laquelle vous êtes. Donc, les choses sont bien claires. Sauf que ça, évidemment, c'est pas ce qu'on éduque, c'est pas ce qu'on explique. Parce que ça fait depuis 40 ans qu'on est dans une société qu'on veut construire dans un esprit ultralibéral, c'est-à-dire construire des sociétés avec des gens
ultra-libéraux, eux-mêmes, dans leur personnalité et dans leur caractère. Je fais ce que je veux, je vous emmerde. Sauf que le « je fais ce que je veux, je vous emmerde », il y a un moment donné, se confronte à la réalité. La réalité de fait, la réalité de règles, la réalité de loi, la réalité de la société, la réalité de l'organisation de la société, la réalité culturelle de la société, aussi, religieuse, pour ne pas l'oublier. Donc, quand on est en face de gens qui ne comprennent pas ça, qui eux voient leur liberté à eux de faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, comme ils le sentent, par instinct, ces gens-là, oui, en effet, on ne va pas leur interdire d'être ce qu'ils sont. Mais on peut juste leur faire prendre conscience que, attention, il y a un risque. Il y a un risque que tu te pètes la gueule. Il y a un risque que tu te casses le nez. Il y a un risque que tu prennes une baffe. C'est la vie. Sauf que ça, malheureusement, cette jeunesse aujourd'hui, elle l'a un peu oublié. Ou elle n'a peut-être pas été éduquée dans ce sens-là. Alors attention, quand je dis jeunesse, c'est pas tous les jeunes. Nous connaissons tous des jeunes qui ont une certaine lucidité d'esprit, qui ont une certaine éducation de la part de leurs parents, ou par l'intermédiaire aussi de certaines écoles ou de certains professeurs qui sont encore des bons professeurs et qui savent enseigner avec beaucoup de pédagogie le fait d'apprendre des choses à des gens, mais aussi qu'ils apprennent à penser par eux-mêmes et de savoir analyser les choses, ce qu'on appelle le libre arbitre. Mais malheureusement, force est de constater que très souvent, sur certains épiphénomènes, sur certains événements, on est souvent confronté à ces jeunes qui, sont dans cet état d'esprit très 68ard, c'est que les vieux, vous êtes des vieux cons, vous n'avez pas de leçons à nous donner, nous aussi on a le droit d'être responsables, matures, etc. Oui, parce que vous êtes des jeunes. C'est-à-dire que votre vie, votre expérience de vie est celle qui est intrinsèque à toute jeunesse, mais avec un manque d'expérience dans certains domaines que vous ne pouvez pas avoir et que vous n'aurez pas, à de rares exceptions près. Et vous ne vous permettez pas de voir les choses comme ce que les anciens les voient. C'est ce qui génère en général les conflits générationnels. Ce même conflit générationnel qui a été celui, par exemple, des années 60. C'est-à-dire tous ces adolescents des années 60 qui sont nés vers la guerre ou pendant la guerre, mais qui étaient trop petits, qui étaient des enfants, mais qui étaient des gamins dans les années 50 et qui sont devenus des adolescents dans les années 60, qui n'ont aucun souvenir de la guerre, qui n'ont peut-être que le souvenir des ruines, de la reconstruction, etc., dans certaines régions de France, par exemple. Il est évident que les jeunes qui ont grandi dans les années 50 ont été beaucoup plus impactés par les ruines de la guerre que ceux dans le sud ou dans certaines villes ou dans certains villages, etc. La guerre n'a pas laissé de traces significatives pour qu'ils aient une mémoire de ce qu'a été la Seconde Guerre mondiale. Et cette jeunesse des années 60, elle s'est confrontée à la vieille France, à la France qui a connu la guerre, qui a connu les restrictions, qui a connu la résistance, qui a connu l'occupation, qui a connu tous les conflits, les problèmes socio-économiques que ça a générés, relationnels aussi. Et cette conflit de génération a mené à ce qu'en France on appelle mai 68, c'est-à-dire à un moment donné, une génération qui a voulu tourner la page, non seulement de ce que les anciens étaient encore dans l'esprit de conservation, de préservation, de faire des économies, d'être dans un esprit de attention, on consomme ce qu'on a besoin, ou amusons-nous, mais amusons-nous avec responsabilité, etc. Alors que mai 68, ça a été le mouvement qui a complètement libéralisé l'esprit et poussé des individus à finalement se dédouaner de certaines valeurs morales. La suite de l'histoire, on la connaît. Eh bien aujourd'hui, c'est pareil. C'est qu'aujourd'hui, on récolte ce qu'on a semé, c'est-à-dire une politique très libérale, tant sur le plan politique, économique, mais aussi moral, en matière d'éducation, etc. Je veux dire, aujourd'hui, il suffit de voir comment on éduque les gamins dans les écoles. Enfin,
à comparaison de ce qu'on a connu peut-être il y a 30 ou 40 ans. Mais aujourd'hui, si le gamin n'a pas déjà des parents suffisamment équilibrés, qui sont attentifs, qui savent aussi éduquer leur gamin, et donc leur donner des outils pour bien réussir dans la vie, pour bien comprendre le sens de la vie, etc., mais les gamins, ils sont déjà condamnés. Hein, je veux dire, il y a ce principe qui consiste à dire que si on ne prend pas la responsabilité à un moment donné d'éduquer son gamin à certaines valeurs, à certains principes, à certains piliers, il ne faut pas s'étonner si le gamin, en grandissant, autant dans son plan de personnalité, de caractère, etc., il y a un moment donné où ça va clasher. Puisque le gamin n'a pas les bases. Hein, c'est le compromis entre la liberté et l'autorité. C'est-à-dire qu'on ne demande pas, enfin, je ne milite pas pour faire de l'éducation autoritaire, ni même de faire de l'éducation complètement liberticide, mais au moins de trouver le juste milieu. De telle manière à ce qu'un gamin, lorsqu'il grandit, lorsqu'il se forge sa personnalité, son caractère, comprenne qu'il y a des limites. Après, libre à lui de faire des choix par rapport à ces limites, c'est-à-dire soit de les respecter ou pas de les respecter. Mais en ayant en tête que s'il dépasse les limites, que s'il dépasse la règle, s'il se plante, il en assume les responsabilités. Aujourd'hui, dans nos sociétés, nous avons forgé des individus qu'on a déresponsabilisés, qu'en plus on infantilise, qu'on rend hypersensibles. Moi je suis désolé, aujourd'hui quand je vois dans certains reportages, certains témoignages de gens, j'ai l'impression de voir les Américains que j'ai ici, qui, dès qu'ils voient une araignée, c'est la fin du monde, c'est le cataclysme. Il y a une surémotion par rapport à certains phénomènes. Attends, c'est juste une araignée. Alors je comprends qu'il y a des gens qui sont peut-être atteints d'arachnophobie, mais même regarder dans les émissions de télévision, de télé-réalité, dont d'ailleurs apparemment ça ne fait plus tellement d'audimat, donc je crois Énergie 12 a décidé d'arrêter les 2 piliers de ces télé-réalités avec les anges, etc. Mais quand on regarde sociologiquement ces personnes dans ces émissions, même si évidemment elles sont choisies pour ce qu'elles sont, justement, parce qu'elles animent, elles font le divertissement de ces émissions. Mais quand on voit que ça fait depuis 20 ans qu'on fait ce genre d'émission, et que depuis 20 ans, vous avez quand même des gamins qui ont grandi, qui sont devenus adolescents, qui ont suivi, qui ont grandi avec ces émissions. Et bien quand vous les voyez réagir aujourd'hui, vous dites redescendez un peu là. On est sur la surestimation de soi, mais sur la surréaction émotionnelle. Et quand on est dans la surréaction émotionnelle, en général, ça fait perdre toute notion de réalisme, toute notion de bon sens, de raison. Et on en arrive à des excès de comportement tels que nous les connaissions, tels que nous les voyons. Ce qui est encore plus grave, comparativement aux États-Unis, en France et en Europe, c'est qu'en Europe, vous êtes aujourd'hui confrontés à des gens qui sont issus de civilisations et de cultures qui s'en amusent. Nous n'avons pas ces problèmes que vous avez en France aujourd'hui avec certains individus. Les mêmes d'ailleurs que nous avons trouvés aux Invalides, avec cette fameuse free party qui a été organisée aux Invalides. Ah oui, les médias vous ont dit, ah oui, les autorités sont intervenues, ont chassé, etc. Oui, sauf qu'il y a eu aussi une confrontation entre cette jeunesse dorée, parisienne, bobo, qui tout d'un coup a vu débarquer, pas tout d'un coup, mais tout d'un coup a vu débarquer la jeunesse extra-périphérique. Donc évidemment, ça a posé certains problèmes, de gros problèmes. Mais ça, les médias se sont bien cachés de vous le dire. Parce qu'évidemment, ça serait remettre encore sur la table un autre problème de la société française, et sur lesquels les hypersensibles, lorsqu'ils ne sont pas confrontés à la réalité sociale, sociétale, violente de cette portion de population, sont les premiers à vouloir les défendre. Antiracistes,
antifascisme, etc. C'est-à-dire que là, vous avez deux univers complètement différents qui tout d'un coup se sont mis en contact, et là, ça fait des étincelles. Mais évidemment, encore une fois de plus, on en parle très peu, parce que vu que, en ce moment, ça commence un petit peu à monter en température, force est de constater que, même pour rejoindre l'élection régionale, le fait qu'il y ait une telle abstention, c'est que finalement, beaucoup de Français aujourd'hui ont compris qu'il n'y a aucun politique aujourd'hui qui n'a de solution, ou qui n'a l'ambition d'apporter une solution. Même le Rassemblement national. Et là, ça devient problématique. Donc j'ai envie de dire, on verra ce qui va se passer avec la fête de la musique, parce qu'à l'heure où je vous parle, vous êtes actuellement en pleine fête de la musique. Mais je pense qu'il va y avoir des endroits où ça va clasher. Ça va clasher parce que la jeunesse, insouciante, inconsciente, irresponsable, va vouloir faire la fête. Sauf que, logiquement, ils n'ont pas le droit de le faire. Advienne que pourra. Autre information également, et là ce sera la dernière, j'ai pu voir qu'en France, vous avez été victime d'un climat relativement brutal, des orages, presque des orages tropicaux, très violents, avec une pluviométrie importante, et on a pu voir aussi une tornade qui a détruit le clocher de Saint-Nicolas de Bourgueil arraché. Attention, c'est pas Saint-Bourgueil arraché, c'est Saint-Bourgueil. Mais le clocher a été arraché par une tornade. Alors évidemment, ce qui est très amusant, c'est de voir les médias. L'image de ce clocher décapité, avec quelques dégâts aussi de toiture, etc. Alors il y a d'autres dégâts également qui sont à notifier suite à ces intempéries en France. On a même Disneyland, qui a été, Disneyland Paris, en Marne-la-Vallée, qui a été inondé. La piscine. Mais j'ai été interpellé par ce clocher. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment focalisé... c'est-à-dire qu'on a utilisé cette image, ça revient à l'émotionnel que je vous disais précédemment, on a utilisé cette image pour que l'inconscient dise « Ah, vous voyez, voilà le résultat du réchauffement climatique. Des tornades qui vont détruire des clochers, des maisons, des villes. » Je vous montre cette église. Cette église, je la connais très bien, parce que c'est une église qui se trouve à Rouen, ville d'où je suis né, qui est Saint-André, mais qui est connue aujourd'hui sous le nom du musée des siècles des Tournelles, puisque cette église a été désaffectée suite à la Révolution, qui est ensuite passée d'un entrepôt, etc., et ensuite reprise fin du 19e siècle, je crois, pour devenir un musée de la ferronnerie. Cette église, vous voyez, elle a un clocher avec un style plutôt néogothique. Mais au XVIIIe siècle, cette église, elle avait un autre clocher. Elle avait un clocher plus classique, qui lui aussi a été détruit. Elle n'avait pas été détruit par un incendie, il a été détruit par une tornade. Une tornade a détruit le clocher de l'église Saint-André de Rouen, en Normandie. C'est un exemple parmi tant d'autres que dans l'histoire, la France, comme d'autres pays, ont été victimes de phénomènes climatiques intenses. Sauf que le problème, c'est que si aujourd'hui nous établissons le climat sur des données, avec des données climatiques, des données météorologiques, qui finalement sont relativement jeunes en matière de sciences, puisque on a beaucoup d'informations, mais très sporadiques, très disparses dans l'histoire, et qu'aujourd'hui nous faisons de la climatologie avec des données qui sont un peu plus précises que seulement depuis l'époque où on a commencé à étudier la météo, à comprendre le fonctionnement de la pression atmosphérique, des influences, des rayonnements solaires, etc.
Donc on a pu établir un petit peu déjà des données, ces données aujourd'hui compilées dans des méga ordinateurs qui sont capables aujourd'hui de vous faire des prévisions météorologiques. Mais vu que si on recense l'ensemble des informations qui peuvent être relatées dans l'histoire, relatées par des auteurs, relatées par des historiens, relatées même par des particuliers, on se rend compte que la France a souvent été victime de phénomènes dont d'ailleurs même encore aujourd'hui, nous en ignorons les conséquences, voire même l'existence. Tout ça pour vous dire que si aujourd'hui on vous montre le clocher de Saint-Nicolas de Bourgueil, pour vous dire regardez, une tornade en France, c'est pour essayer d'aller chercher votre émotionnel en vous faire accepter encore l'idée du changement climatique, du réchauffement climatique. Et ça, des outils comme ça, des outils émotionnels comme ça, vous allez en avoir de plus en plus. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste vous présenter le fait, c'est-à-dire qu'on va essayer de le tourner pour que de vous-même, vous compreniez que ça, c'est la conséquence du réchauffement climatique. Et qu'à terme, on va aller chercher votre consentement, on va aller chercher votre adoubement à des nouvelles règles, à des nouvelles lois, etc. Excite le fait qu'aujourd'hui, vous avez forcément des phénomènes climatiques qui se répètent, qui sont cycliques, qui ont été recensés il y a peut-être 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, qui étaient récurrents, mais qui ont subi aussi un changement climatique. Mais qu'aujourd'hui, vous avez un certain nombre de scientifiques, de climatologues, qui ne sont pas des scientifiques, qui sont des idéologues, qui ont tout intérêt à vous faire effacer de la mémoire cette évidence cyclique du climat. Et de vous faire accepter que vous êtes des méchants consommateurs parce que vous êtes des polluants, parce que vous émettez trop de CO2 et qu'il va falloir payer votre droit de polluer. Excite l'idée que depuis 1 siècle, on a construit, on a modifié la géologie, on a modifié des structures, on a modifié des paysages, on a modifié des lieux qui, il y a 1 ou 2 siècles, étaient réputés comme étant inconstructibles, comme étant facilement inondables, comme étant des endroits subissant les affres de la météo, subissant les affres de phénomènes naturels. À titre d'exemple, aujourd'hui, on est en train de vous expliquer que, oh, mon Dieu, la mer est en train de gratter les côtes, l'érosion, le changement climatique, l'augmentation des niveaux de la mer. Mon Dieu, ce sont des maisons construites lors du XXe siècle sur les bords de mer qui vont passer dans la flotte. On va essayer de limiter la casse en mettant des digues, des grosses pierres, etc. Mais, simple question, vous croyez franchement que notre planète Terre, elle a attendu l'être humain et ses bons vouloirs, ses désirs, ses besoins, ses plaisirs de bénéficier de certains intérêts et d'avantages que procurent certains éléments ou certains lieux de la nature, pour les préserver en tant que tels pendant des siècles et des siècles, pour que l'homme puisse continuer à y jouir? Non. Quand vous construisez une maison en bord de mer, même si vous, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, vous l'aviez construite à 50 mètres de bord de la côte, suivant la géologie, votre côte, il y a 1 siècle, elle était plus loin. Il y a 2 siècles, elle était encore plus loin. Et par contre, dans 1 siècle, votre maison, oui, elle sera dans la flotte. C'est un phénomène naturel. Sauf que nous autres êtres humains, à partir du moment où nous faisons des investissements, à partir du moment où il y a du fric en jeu sur certains lieux, sur certains endroits, c'est tellement plus facile de réussir à obtenir des subventions, des investissements, etc., sur le compte du réchauffement climatique pour maintenir vos intérêts, plutôt que d'admettre que, oui, peut-être pendant 1 siècle, 1 siècle et demi, les gens ont bien bénéficié du lieu, du soleil, de la mer, etc., mais que la nature reprend ses droits. Mais non, ça, hors de question. Donc le réchauffement climatique, voilà un des arguments aujourd'hui qui est facile à utiliser, l'augmentation du niveau de la mer. Bien sûr, le niveau de la mer a toujours été le même depuis, je ne sais pas, des millions d'années, et qu'il suffit d'un réchauffement climatique pour que tout d'un coup la mer se monte.
Quand on écoute certains climatologues scientifiques, on a l'impression que l'ère glaciaire n'a jamais existé. Quand on les écoute, on a l'impression que, au début du XXe siècle, les Parisiens n'ont jamais traversé la Seine à pied parce qu'elle était gelée. Ces scientifiques vous font oublier que la France, comme partout dans le monde, il y a eu des phénomènes climatiques, il y a eu des périodes climatiques qui ont eu des influences. Je ne parle même pas d'ailleurs d'autres phénomènes naturels, comme par exemple des éruptions volcaniques importantes, qui ont modifié en effet un certain nombre de paramètres du climat. Que vous avez les courants marins aussi, qui des fois tombent en panne. Ben, ça aussi, ça a de l'influence. Qu'est-ce qu'il y a aussi de l'influence? Non, vous ne devez absolument pas savoir que notre planète tourne sur elle-même, mais pas sur un axe fixe, mais sur une ellipse. Donc forcément, si vous allez tous les ans à Arcachon, il y a peut-être 20 ou 30 ans, vous aviez des températures super cool. Sauf que si vous alliez toujours en vacances le 14 juillet à Arcachon, aujourd'hui, quand vous allez au 14 juillet à Arcachon, il fait plus chaud. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus dans la même position par rapport au Soleil qu'il y a 20 ou 30 ans. Pourquoi? Tout simplement parce que notre planète n'a pas un axe fixe. Parce qu'il y a 20 ou 30 ans, il y a eu une année, en effet, en 1976, tout d'un coup, il y a eu une canicule. Ben oui, mais la canicule, elle est peut-être due à quelque chose. Est-ce qu'elle n'a pas été due à un rayonnement solaire intense qui aurait modifié ou perturbé le champ magnétique de la Terre? Et de fait, les rayonnements du Soleil ont plus facilement traversé et ont provoqué des sécheresses. Pourquoi d'ailleurs actuellement en Californie, ça fait plusieurs années que tout d'un coup, ils n'arrivent pas à retrouver des niveaux d'eau suffisants? Que là d'ailleurs cette année, ça va poser des problèmes au niveau de certaines cultures, dans certains secteurs. Mais il y a bien une raison. Alors certains disent oui, mais parce qu'on consomme de trop. Ben oui, mais on consomme de trop. Mais là oui, en effet, activité humaine. Mais ça fait depuis quoi, 20-40 ans qu'on le sait, que l'activité humaine, à un moment donné, va falloir arrêter, qu'il va falloir se discipliner. Mais est-ce qu'on le fait? Non, on ne le fait pas. Parce que derrière, il y a du business, parce que derrière, il y a des intérêts. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je ne sais pas si vous savez, mais la France va y avoir une petite start-up française qui va avoir des subventions pour créer une super bagnole électrique à l'hydrogène. Sauf qu'il n'y a que pour les riches qui pourront se la payer. Vous, le gueux, vous aurez toujours les bagnoles électriques de merde qui vous ne pourrez pas faire plus de 50 ou 100 km avec. Par contre, le riche, lui, pourra se payer cette super bagnole à l'hydrogène, il pourra se faire au moins 1000 km d'autonomie. Vous voyez le business? Il est toujours là, le business. On n'est pas là pour faire de l'écologie, on n'est pas là pour faire de l'environnement. On est là pour faire du fric, du business. Et l'argument du réchauffement climatique, et alors c'est l'argument le plus magnifique qui soit, sur lequel on va pouvoir adosser de la taxe, du market, du marché, du business. Mais c'est pas pour autant qu'on va vous demander de, à un moment, de vous calmer un petit peu sur vos modes de production, sur vos modes de consommation. Est-ce que vous avez besoin de racheter un téléphone plus puissant? Est-ce qu'on a besoin de la 5G? Ben oui, on a besoin de la 5G parce qu'il faut que les données aillent plus vite. Et que le fait que les données aillent plus vite, ça va permettre de développer d'autres marchés. Ça va permettre de développer plus de services. Oui, sauf que ça va demander aussi plus de puissance. Donc qui dit puissance dit énergie. Qui dit énergie donc l'éolien, photovoltaïque, etc. Est-ce que vous croyez que ça va faire le taf ou pas? Pas sûr. Preuve en est, c'est que dans la précédente vidéo, je vous ai parlé de l'Allemagne qui était dans la merde en ce moment parce qu'ils avaient décidé d'arrêter la production d'électricité par énergie fossile d'ici 2035. Sauf que ils se posent la question, c'est finalement avec le gaz, ça va peut-être pas suffire pour satisfaire aux besoins. Et qui vont peut-être se retrouver comme un pays du tiers-monde à devoir faire des coupures électriques à un certain nombre de gens pour privilégier ceux dont on a peut-être plus besoin. Donc tout ça pour vous dire que quand vous avez un clocher en France qui est détruit par une tornade, je sais, c'est impressionnant, c'est spectaculaire. Que d'une vie d'homme actuelle,
actuelle, on n'a jamais vu ça. Mais c'est pas pour autant que ça n'a jamais existé. Que c'est pas pour autant que la France n'a pas été sujet à des phénomènes climatiques démentiels que d'hommes on n'a jamais vu, ou même je dirais que peut-être des hommes, des femmes, des anciens ont vu. Et comme on les écoute plus et qu'on n'en a rien à foutre, donc du coup, on n'est pas préparé. On n'est plus préparé. Qu'en plus de ça, avec derrière tous les business, où on a construit là où il n'aurait jamais dû être construit. Je vois par exemple, j'ai vu récemment un reportage justement sur... j'ai même pas regardé jusqu'au bout parce que ça m'a tellement pris la tête, où on parlait de toutes ces... dans les régions du Sud, etc., dans le Var, de ces zones commerciales, etc. Alors je ne me souviens plus dans quelle ville... où il y a toute une zone commerciale où c'est en train de se désertifier parce que tout le monde se barre, parce qu'ils en ont marre d'avoir des inondations. Et dans le reportage, personne ne pose la question, mais pourquoi ? Pourquoi cet endroit, aujourd'hui, est inondé ? C'est la faute au climat, parce qu'il y a un réchauffement climatique, parce qu'il y a plus de pluie, parce que les intempéries sont plus importantes, parce qu'il y a une pluviométrie plus importante. Évidemment, les infrastructures d'égorgement, d'évacuation d'eau de pluie ne sont plus adaptées ou ne plus suffisantes. Mais personne ne vous dira qu'en réalité, le centre commercial a été construit dans une zone que si on avait posé la question aux anciens il y a 20 ou 30 ans, ils vous auraient dit on n'a jamais construit là parce qu'il y a toujours des inondations. Parce que c'est un lieu où lorsque vous avez tout d'un coup des phénomènes naturels très accru, toute l'eau des montagnes, etc., descend dans les vallées, et dans les vallées, il faut des endroits où ça évacue. Sauf que comme ça fait depuis plusieurs décennies qu'on n'a pas connu d'inondation, qu'on n'a pas connu ce genre de phénomène, et on s'est dit, ces terrains-là, ils servent à quoi ? À rien. Allez, on vend et on construit, et on bétonne. Sauf que le béton, les zones s'évacuent plus aussi facilement qu'avant. Sauf qu'aujourd'hui, comme on est en train de revoir des phénomènes naturels plus accrus, plus importants, plus violents, et forcément nos infrastructures, qui ont été calculées sur des données d'il y a 60, 80, 90 ans, ils sont complètement erronés. Tout ça pour dire que de toute façon, les histoires de climat, on va continuer à en parler et surtout à essayer d'en débattre. Je dis bien essayer parce que malheureusement aujourd'hui, on est parfois confronté à des gens qui ont une telle conviction d'être dans la raison et d'être dans la vérité d'un changement climatique. Changement climatique, oui, mais pas réchauffement climatique. Et qu'on ne peut pas lutter contre le réchauffement climatique, mais qu'en revanche, on se rend compte qu'on a des politiques qui consistent à nous faire payer nos modes de société, nos modes de vie, nos modes de consommation, plutôt que de nous éduquer à changer nos habitudes, à changer notre façon de voir et de percevoir les choses, que nous devons apprendre à vivre en harmonie avec la nature, en harmonie avec notre planète, plutôt que continuer à servir les intérêts des uns, c'est-à-dire le 1%, de continuer à gagner du fric sur nos modes de consommation, tout en même temps nous en payer nos modes de consommation par des taxes, etc. Parce que c'est ça le programme, c'est ça le but de la manœuvre. Même si aujourd'hui, vous avez encore des ministres qui vous défendent rubis sur l'ongle, l'éolien, le photovoltaïque, alors que l'Allemagne, en ce moment, ça commence franchement à partir en vrille. Je rappelle, aux États-Unis, nous avons en Californie, nous avons un petit peu à l'est, largement à l'est, dans limite du désert en Californie, vous avez une énorme centrale photovoltaïque, qui est un projet qui était énorme, etc. Sauf que le jour où elle a été mise en action, elle était déjà dépassée en matière de production. C'est-à-dire que la production, la demande de production, le besoin de production, les besoins avaient augmenté plus rapidement que ce qui avait été estimé il y a quelques années lorsqu'on a lancé un tel projet. Et malheureusement aujourd'hui, les chiffres prévisionnels qu'on est en train de vous présenter, dites-vous bien qu'ils sont complètement faussés, parce que si derrière on vous vend de la voiture électrique, on vous vend toujours plus de technologie, on vend toujours le numérique, attention, tout numérique, les automations, etc., c'est de l'énergie.
c'est des données, les big data. Il faut savoir que les big data, ce sont des grands serveurs, c'est avec des tas d'armoires, d'ordinateurs, etc. Sauf que le problème, c'est qu'il faut rafraîchir tout ça. D'ailleurs, l'ordinateur que vous utilisez, mettez votre main à côté de votre ventilo, vous allez sentir que c'est du chaud. Bon, et bien imaginez, vous avez 1000, 2000, 10 000 ordinateurs comme le vôtre dans une pièce. Je vous laisse imaginer la température qui va être très rapidement faite. Donc il faut aérer, il faut refroidir tout ça. Climatisation. Climatisation, il n'y a rien de plus consommateur en énergie. Au-delà, évidemment, de toute l'énergie nécessaire pour faire circuler les données dans des gros câbles à très haute fréquence, etc. Donc, on va vouloir toujours plus d'énergie, on va vouloir toujours plus d'électricité. Mais derrière, on est en train de vous dire qu'il va falloir passer à l'éolien photovoltaïque et abandonner le nucléaire. Vous voyez les logismes? Il y a un truc qui ne va pas. Ça ne va pas coller, ça ne va pas fonctionner. C'est-à-dire qu'en effet, on peut passer sur de l'éolien photovoltaïque hydraulique, mais c'est-à-dire qu'on va servir l'intérêt de produire de l'électricité pour ceux qui en ont besoin. Et par contre, vous, petits citoyens, etc., on va dire, non, désolé, maintenant, on a un mode de production qui, en effet, est écologique, pas d'émissions de CO2, etc. Mais par contre, on n'a pas assez de production, donc on va être obligé de vous couper l'électricité de temps en temps pour pouvoir satisfaire ceux qui en ont besoin. Les hôpitaux, les services publics, les big data, les industries, les industriels, les pétrochimies, etc. Les concerts, par exemple. Pour satisfaire un concert ou un parc d'attractions. Quand vous avez par exemple en hiver du côté de Marne-la-Vallée certains villages qui tout d'un coup ont des coupures d'électricité. Les coupures d'électricité sont en fait des délestages pour permettre à Disneyland d'avoir du courant. Normal. Donc voilà, quelques outils de réflexion sur cette thématique, et puis ne vous inquiétez pas, des clochers ou des églises ou des maisons et des tornades, va y en avoir, encore et encore, tout simplement parce que oui, il fait un peu plus chaud, et plus chaud avec de l'humidité, etc., ça, malheureusement, c'est un phénomène assez classique, avec lequel il va falloir apprendre à vivre. Mais encore une fois de plus, vie humaine que nous avons aujourd'hui dans nos sociétés modernes du XXe siècle et XXIe siècle, nous n'avons pas la vie ou l'expérience de ce que nos anciens, il y a 2 siècles ou 3 siècles, ont pu connaître pour nous expliquer. Ce que vous venez de voir là, oui, on l'a connu. On l'a connu, nous, à notre époque. Donc c'est que ça existait. Ça existait parce qu'il y a eu un contexte, une situation climatique qui faisait que c'était propice à ce que ça arrive. Sauf qu'un jour, on a décrété qu'on était dans des climats tempérés. Oui, mais les climats tempérés, ils ne vont pas rester tempérés pendant des millions et des millions d'années. Il y a un moment donné où ça change. Ça a changé avant, ça changera toujours. Donc autant, évidemment, bien comprendre les choses, que même si à l'échelle humaine, les changements climatiques, les changements terrestres, nous sommes totalement non perceptibles parce que nous n'avons pas de technologies qui ont permis de collecter suffisamment de données. Je vous rappelle, on a des données concrètes depuis 100-150 ans à peu près, même si, encore une fois de plus, je vous le dis, il y a des documents, des auteurs, des faits historiques qui relatent des phénomènes climatiques, etc. Mais on n'a pas de données précises à étudier, on a juste que des témoignages de catastrophes naturelles qui ont eu des conséquences sur tel ou tel endroit, et on fait des corrélations sur des phénomènes comment on appelle ça, de sécheresse ou de famine. Il y a certaines familles qui ont des explications, qui sont les conséquences de phénomènes naturels qu'aujourd'hui on arrive à expliquer parce qu'on arrive à collecter d'autres informations. Je me souviens de l'éruption de ce volcan, je ne sais plus en Islande, ou je ne sais plus à quel endroit, etc., et qui malheureusement était une éruption très importante, mais qui a eu une influence sur, malheureusement, les récoltes en Europe pendant quelques années. Et ce qui a créé une famine. Et cette famine, aujourd'hui, on sait d'où elle vient, on sait à quoi elle est due. Ce qu'aujourd'hui, on n'est plus en mesure aujourd'hui de préciser, puisqu'on a des données précises, etc., qui nous permettent de pouvoir calculer des modèles. Mais encore une fois, c'est une technologie, c'est une science qui est très jeune, donc on n'a pas encore suffisamment de recul. Le jour où nos
arrière-petits-enfants, dans les 300, 400 ou 500 ans à venir, on aura déjà 500 ans de données, etc. Et là, on sera peut-être en mesure, en effet, d'être plus précis, d'être plus concis, et de comprendre mieux le phénomène climatique, et finalement d'adapter nos sociétés à cela, en se disant, ben voilà, pendant peut-être 20, 30, 40, 50 ans, 100 ou 200 ans, nous allons vivre un climat tempéré. Par contre, il va y avoir un moment donné, si les données commencent à changer, modifier, etc., on va se retrouver dans une situation comme on a connu il y a 300 ou 400 ans. Voilà, ça me paraît évident. Évidemment, je n'exclus pas la responsabilité humaine par rapport à l'environnement, qui a aussi ses conséquences. Mais là-dessus, encore une fois de plus, c'est un problème d'éducation et de responsabilisation à l'échelle politique, qui malheureusement parfois se laisse un peu trop corrompre par les intérêts financiers. Donc voilà pour cette vidéo, longue vidéo, j'espère que je vous ai apporté des éléments de réflexion et intéressants. Et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, je ne peux que vous souhaiter de bien vous porter.